Avec l'essor des outils numériques, nous sommes passés de l'ère de la rareté à celle de l'abondance, voire de la surabondance, si bien qu'aujourd'hui, cette transition entraînerait un basculement dans les fonctionnements des marchés. Il s'ajouterait à la liste des ressources rares pour confectionner un produit du côté de l'offre, une autre ressource tout aussi rare, l'attention, donc cette fois-ci du côté de la demande. Pour bien comprendre, imaginez une vidéo sur YouTube en concurrence avec des millions d'autres, eh bien tout l'enjeu sera d'avoir l'attention du vidéospectateur dans cette surabondance. Cette économie de l'attention, elle fait aujourd'hui l'objet d'un essai publié aux éditions La Découverte. Bonjour Yves Citon. Bonjour. Alors vous êtes professeur de littérature à l'université de Grenoble 3, co-directeur de la revue Multitude, et vous avez coordonné cet essai qui est plutôt un ouvrage collectif intitulé L'économie de l'attention, nouvel horizon du capitalisme, avec un point d'interrogation. J'ajoute aussi, pour être tout à fait complet, que vous avez signé un texte intitulé Le management des cœurs dans l'encyclopédie de la stratégie de notre collaborateur Jean-Philippe Denis, que les fidèles de Xerfi Canal connaissent bien. Alors, pour en revenir au sujet de l'économie de l'attention, est-ce qu'on pourrait dire que la meilleure définition de cette économie de l'attention, elle a été donnée par Patrick Lelay lorsqu'il dirigeait TF1, avec cette fameuse phrase qui est désormais passée à la postérité: ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Tout à fait. Donc, en général, c'est la phrase qui émerge lorsqu'on parle d'économie de l'attention, parce qu'elle a fait scandale. Et elle a fait scandale à la fois parce qu'il avouait quelque chose que tout le monde savait avant, et qu'en l'avouant, on a quand même quelque chose de difficile à accepter. Donc, à la fois, ce qu'il dit là, c'est une vérité d'évidence. L'attention, ça se vend et ça s'achète. En même temps, si on en reste là, on raterait quelque chose de beaucoup plus profond, à savoir que les thèses principales d'une économie de l'attention, qui donc commence dans les années 70 avec quelqu'un qui s'appelle Herbert Simon. Voilà, alors c'est encore plus vieux que ça, peut-être qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'appelle Herbert Simon en 70. Ensuite, c'est à partir de 95, 96, où là, on voit, si on fait une petite recherche sur Google Book and Graham Viewer, que tout le monde commence à parler of economy of attention ou économie de l'attention. Et la thèse générale là derrière, c'est de dire qu'on a une nouvelle forme de monnaie, quelque chose qui remplace l'argent, qui fait une sorte d'équivalent universel, qui serait donc non plus des dollars ou des euros, mais de l'attention, du temps de cerveau disponible, si on veut parler dans ce sens-là, ou attention, qui est quand même quelque chose d'un petit peu plus complexe, parce que c'est non seulement ça se mesure en quantité de temps, mais ça se mesure aussi en qualité. Il y a différentes qualités d'attention. C'est difficile de mettre de la valeur sur cette qualité. Alors justement, l'attention comme telle, elle est toujours singulière. L'attention que je vous prête maintenant devant des caméras, que les auditeurs nous prêtent en regardant ça chez eux, peut-être en mangeant des chips ou en faisant la vaisselle, c'est toujours complètement singulier à une personne, à une situation. Donc pour qu'on puisse parler d'économie de l'attention, là c'est quelqu'un qui est un Allemand, un sociologue allemand qui s'appelle Georg Frank, qui est le premier à avoir fait vraiment un livre qui s'appelle Ökonomie der Aufmerksamkeit. Et il a dit une des conditions pour parler d'économie de l'attention, c'est une unité de valeur homogénéisante, pour dire que quelle que soit la situation, la personne, on va pouvoir réduire ça à, comme en argent c'est 1 dollar, 1 euro et on a de la convertibilité, là ça serait une unité de valeur qui homogénéise cette réalité différente. Alors ça peut être l'audimat, ça peut être les billets d'entrée à un cinéma, ça peut être plein de choses qui ne représentent jamais l'attention mais un symptôme de l'attention ou des clics, hein, ça peut être ça. Et en fait, aujourd'hui, la chose peut-être la plus importante pour homogénéiser l'attention, ça serait PageRank. Parce que votre classement sur PageRank, que vous soyez un individu, que vous soyez un concept, que vous soyez un problème, que vous soyez une marque, votre classement sur PageRank est une façon d'homogénéiser, dans une sorte de concurrence généralisée, ce à quoi les internautes, en tout cas, prêtent attention. Mais alors justement, ça c'est très intéressant parce que quand on prend une page internet aujourd'hui, ce qui fait foi en termes d'audience, c'est le nombre de clics, le nombre de fois où elle a été consultée. Est-ce que finalement, si on se place dans cette perspective d'économie de l'attention, ce qui ne compte pas, c'est plus le temps qui est passé sur cette page ? Alors, non seulement le temps qui est passé sur cette page, et là il y a pas mal de gens qui essayent de développer des moyens justement de mesure, qui non seulement regardent combien de personnes cliquent, mais qui regardent ensuite combien de temps on passe sur la page. Est-ce qu'on utilise le petit scroll down, je ne sais plus comment ça fait en français, est-ce qu'on descend dans la page ou pas? Donc on peut raffiner cette mesure de l'attention qui passe de quoi? Qui passe de simplement ce qui serait du trafic. Hein. Dans l'ouvrage collectif, il y a un spécialiste de la communication qui s'appelle Adrian Stahey,
qui nous dit, en fait, lui, l'attention, il n'y croit pas, parce que justement, ça reste évanescent. Pour lui, c'est un concept fumeux. Ce à quoi il croit, c'est ce qu'on peut mesurer, et là, il y a des clics, etc. Je suis à la fois d'accord avec lui, à la fois, j'essaye de nuancer, parce que ce qu'on mesure, il faut avoir l'idée de le mesurer, et ensuite, on peut développer des instruments, et donc là, il y a plein de gens qui développent des instruments pour aller au-delà du clic, et effectivement, regarder le temps, la qualité, etc., de l'attention. Est-ce que cette économie de l'attention, elle ne concerne que les marchés bifaces, comme les médias par exemple, qui doivent séduire les spectateurs avant de séduire les annonceurs, ou alors est-ce que progressivement tous les produits sont concernés ou sont appelés à être concernés par cette économie de l'attention? D'accord. Donc votre citation de départ du président de TF1, TF1, voilà, Patrick c'était Lelay. effectivement une situation biface, mais forcément l'économie de l'attention va bien au-delà. Alors moi j'ai envie de prendre économie dans le sens un petit peu étymologique ou ancien, hein, c'est la distribution ou l'administration de l'oikos, hein, du domicile, du lieu où on vit, du ménage. Et donc l'économie de l'attention, dans son sens le plus général, c'est aménager des situations qui captent, appellent, mobilisent, soutiennent l'attention. Aménager des situations. Alors c'est ça qui me semble très important. Peut-être qu'on aura le temps de développer, mais pour votre question sur au-delà des marchés bifaces, il y a quelque chose dans l'université, par exemple, je suis enseignant à l'université, qui s'appelle le facteur d'impact, qui de plus en plus classe les recherches universitaires en fonction des citations qui sont faites de ces recherches-là. Donc là, on est typiquement dans quelque chose qui se gère comme une économie de l'attention. D'ailleurs, Georg Frank, dont je vous parlais tout à l'heure, a fait des recherches très approfondies sur la bibliométrie, sur ces calculs de facteurs d'impact. Et là, on est dans quelque chose qui n'est pas une télévision, qui n'est pas le monde des médias, où pourtant cette économie de l'attention prend un rôle prépondérant. Donc on peut passer comme ça des médias à des choses comme la recherche universitaire. Et dans l'article, dans le recueil, il y a un article de Matteo Pasquinelli, qui est un de mes articles préférés, qui travaille très précisément sur Google PageRank, donc l'algorithme de Google qui nous donne cette espèce de mesure homogénéisante aujourd'hui en voie de devenir universelle, et qui met en rapport le marché de l'art, les agences de notation, la bibliométrie dans la recherche universitaire, et qui dit que tout ceci, ce sont différentes façons de valoriser, évaluer, valuer l'attention. Donc en fait, ce qui prend de l'importance, ce sont des outils comme Google, des outils de guidage de l'attention. Et on peut imaginer que de nouveaux opérateurs vont prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure de l'essor des contenus numériques. Tout à fait. Alors non seulement des contenus numériques, mais là, il me semble utile aussi de resituer ces affaires d'économie de l'attention qu'on identifie avec la télévision, Patrick Lelay, qu'on identifie avec le marketing ou les public relations aujourd'hui, ou qu'on identifie avec Google. Il me semble très utile de le resituer dans le long terme. Tout à l'heure, je vous disais 1970 et pas seulement en 1995 avec l'émergence d'Internet. La première contribution à ce volume, c'est quelqu'un qui s'appelle Jonathan Crary, qui est un historien de l'art, qui nous dit en fait que le vrai moment où l'attention devient centrale dans la pensée occidentale, c'est à la fin du 19e siècle, hein, pas 20e siècle, 19e siècle. Pourquoi? On a une industrialisation qui fait qu'il faut contrôler l'attention des travailleurs, qui doivent faire une tâche répétitive, ils ont tendance à se distraire, donc il faut contrôler l'attention des travailleurs. L'industrialisation produit une surabondance de marchandises, et la fin du 19e siècle, c'est des crises de surproduction, donc il faut développer la réclame, la publicité, ce dont parle aujourd'hui Lelay et compagnie. Et en même temps, c'est l'époque où émergent des nouveaux médias comme le cinéma, puis la radio, puis la télévision, etc. Donc, Jonathan Crary nous dit ça fait au moins un siècle qu'on est dans une crise permanente de l'attention. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme depuis un siècle? C'est une crise permanente de l'attention où on développe de nouveaux médias, de nouveaux besoins de vendre, d'acheter, de produire, et de nouvelles nécessités de contrôler, conditionner, aménager l'attention humaine. Et donc, dans ce très long cadre-là, il me semble qu'on est amené à penser en même temps l'économie ou l'écologie de l'attention et l'évolution des médias numériques aujourd'hui. Donc l'économie de l'attention, si je suis bien votre propos, va prendre encore plus d'importance au fur et à mesure que les contenus numériques se déploient et se démultiplient sur les réseaux. Alors, ma thèse derrière donc, cet ouvrage est un recueil d'articles plus ou moins historique ou tout à fait récent sur la notion d'économie de l'attention. Et en même temps, j'ai travaillé un essai sur l'écologie de l'attention parce qu'il me semble qu'à la fois, il est absolument nécessaire de se renseigner sur ce qui se dit et ce qui se fait dans l'économie de l'attention, c'est ce qu'on essaye de faire là, et en même temps qu'il faut absolument ouvrir le compas pour se rendre compte que si on ne raisonne qu'en termes économiques, on va à l'abîme. À savoir, même les entreprises, pour que les entreprises puissent vendre des produits,
il faut qu'elles aient des consommateurs qui puissent survivre. Et pour qu'il y ait sur la Terre des consommateurs qui puissent survivre, il faut faire attention de façon très très différente à des questions écologiques, environnementales, pour qu'on ait un peu d'eau à boire, potable, qu'on n'ait pas de dérèglement climatique trop calamiteux qui engendre des migrations de population et des guerres. Donc, au-delà de questions de marketing, de temps de cerveau disponible pour placer des produits, il faut que tout le monde, et les entreprises, et forcément les gens, les politiciens en dehors des entreprises, réfléchissent à des questions d'attention, parce que l'attention, ce n'est pas du tout un phénomène individuel d'un consommateur face à un produit, c'est d'abord des conditionnements collectifs. Et justement, les médias sont des instruments de conditionnement collectif de l'attention, et nous devons, pour des questions de survivre, repenser, réaménager la distribution de l'attention au niveau collectif pour qu'il puisse y avoir de la vie sur Terre humaine et plaisante, et, comme conséquence un peu lointaine, des gens qui achètent les produits des marketeurs. Et c'est dans cela que c'est le nouvel horizon du capitalisme. Voilà, c'est à la fois, il me semble-t-il, le point aveugle du capitalisme, parce que là, on ne regarde que, on ne s'occupe que de vendre, on consacre notre attention à produire des marchandises qui attirent le regard et qui vendent, et que selon cette logique-là, si cette logique-là seule est autorisée, et si on n'a pas quelque chose pour la compenser qui serait justement une écologie de l'attention, alors tout le système va s'effondrer. Eh bien, Yves Citon, je vous remercie pour cet éclairage sur l'économie de l'attention qui fait l'objet d'un ouvrage collectif publié aux éditions La Découverte, Économie de l'attention, nouvel horizon du capitalisme. Point d'interrogation. Merci Yves Citon. Merci beaucoup à vous.